On s'est tous déjà posé la question, non? Qu'est-ce qui se passe vraiment là-haut, dans notre tête? Tout cet univers complexe qui façonne nos pensées, nos émotions, notre perception du monde. Eh bien, c'est ça, le psychisme. Mais alors, de quoi parle-t-on concrètement? C'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble. Voilà la grande question. Le psychisme, c'est quoi au juste? L'âme, l'esprit, le cerveau? C'est un concept qui fascine, qui interroge les penseurs depuis des millénaires, et vous vous en doutez, la réponse elle est loin d'être simple. Et attention, cette question, elle ne date pas d'hier, vraiment pas. Figurez-vous qu'il y a plus de 2000 ans, Aristote nous alertait déjà. Pour lui, il ne fallait surtout pas voir le psychisme comme un bloc, comme une seule chose, non. Pour lui, c'était un ensemble de parties, de fonctions différentes. Et cette idée, vous allez voir, elle est d'une modernité assez folle. Bon, d'accord. Si ce n'est pas une seule et même chose, comment ça marche tout ça? Comment fonctionne cet ensemble si complexe? Allez, on va regarder de plus près quelques-unes de ces fonctions les plus essentielles, celles qui nous permettent tout simplement d'interagir avec le monde qui nous entoure. Alors, il y en a une qui est particulièrement fascinante. On l'appelle la théorie de l'esprit. Non, ce n'est pas de la télépathie, mais franchement, c'est ce qui s'en rapproche le plus. C'est cette capacité un peu magique, en fait, qui nous permet de deviner ce que les autres peuvent bien penser ou ressentir. C'est absolument fondamental pour vivre en société. Et ce qui est incroyable, c'est que cette unique capacité, c'est la base de plein d'autres choses. C'est vraiment la pierre angulaire. Elle est directement connectée à notre empathie, à notre façon de comprendre les codes sociaux, et même à ce qu'on appelle la métacognition. La métacognition, c'est tout simplement notre capacité à réfléchir sur nos propres pensées. Vous savez, quand on se demande « Mais attends, pourquoi je ressens ça, là, maintenant ?» Souvent, on a l'impression que notre expérience, ce qu'on ressent, est universelle, que tout le monde voit le monde comme nous. Mais en réalité, c'est beaucoup plus nuancé que ça. Pour certaines personnes, le monde est perçu de façon radicalement différente. Prenez ce témoignage, il est vraiment puissant. C'est celui de Daniel Tammet, une personne avec autisme. Écoutez bien, pour lui, un bruit soudain, ce n'est pas juste une information, c'est carrément une douleur physique. Ça illustre parfaitement comment le traitement des sens par le psychisme peut créer une réalité intérieure totalement à part, et parfois même complètement envahissante. Forcément, cette perception si particulière de la réalité, ça influence la manière de ressentir les choses. Et ça nous amène tout droit à une autre fonction clé du psychisme, la gestion de nos affects. D'ailleurs, c'est super important de faire la différence entre deux choses, l'émotion et l'humeur. Pour faire simple, l'émotion, c'est l'orage, intense, soudain, mais court. L'humeur, c'est plutôt le climat, un état de fond plus durable qui va teinter toute notre expérience. On le voit, le psychisme, c'est un système d'une complexité folle. Et comme tout système complexe, son équilibre peut être fragile. Alors maintenant, parlons un peu de santé mentale. Mais attention, pas comme une fatalité. Voyons ça plutôt comme un véritable enjeu d'équilibre. Il faut savoir que notre vision de la santé mentale a énormément évolué. Aujourd'hui, on a dépassé l'idée un peu binaire de sain ou malade. Non, il faut plutôt voir ça comme un équilibre dynamique. Un équilibre qui bouge, qui fluctue tout au long de la vie et qui demande bien sûr une attention constante. Et cet équilibre, il est parfois mis à rude épreuve, et ce, dès le plus jeune âge. Tenez-vous bien, on estime qu'environ 20% des enfants et des ados souffrent de troubles psychiatriques identifiables. 20%, c'est un chiffre colossal. Ça nous rappelle à quel point comprendre et prendre soin du psychisme, c'est un enjeu majeur dès l'enfance, et que plus on agit tôt, mieux c'est. Historiquement, pour essayer d'y voir plus clair dans les grands déséquilibres, on a longtemps utilisé deux grandes boîtes, la névrose et la psychose. Ce petit tableau résume bien la différence principale. Dans la névrose, en gros la personne souffre, mais elle en est consciente, elle garde le contact avec la réalité. Dans la psychose, c'est ce contact avec la réalité qui est touché, et souvent, la personne ne se rend pas compte qu'il y a un problème. Bon, aujourd'hui ces termes sont un peu datés, c'est vrai, mais ils ont vraiment posé les bases de ce qu'on sait aujourd'hui. Évidemment, depuis, la science a fait d'énormes progrès. On est passé de ces deux grandes catégories à des outils beaucoup plus précis. L'un des plus connus, c'est le DSM, le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. Imaginez ça comme une sorte de grand dictionnaire des troubles psychiques. Ça permet aux professionnels de poser des diagnostics bien plus fins, bien plus spécifiques. Mais au fait, comment on a appris tout ça? D'où viennent toutes ces connaissances? Parce que l'étude du psychisme, ce n'est pas juste de l'observation au coin du feu. Non, c'est un domaine de recherche scientifique et thérapeutique hyper actif. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas une seule et unique façon d'étudier le psychisme. Il y a plusieurs grandes approches, plusieurs lunettes si vous voulez, pour l'observer. Par exemple, l'approche psychanalytique va aller creuser du côté de l'inconscient. L'approche expérimentale, elle, va plutôt tester nos comportements en labo de façon très contrôlée. L'approche cognitive s'intéresse, elle, à nos processus mentaux. En gros, comment ça pense là-dedans. Et enfin, l'approche biologique va regarder directement ce qu'il se passe dans le cerveau, les gènes, la chimie du corps. Et pour être sûr que tout ça c'est du solide, que les connaissances sont fiables, des approches comme la psycho-expérimentale suivent une méthode super rigoureuse. Ça se passe en plusieurs étapes. D'abord, on pose une question claire. Ensuite, on monte une expérience pour la tester. Après, on analyse les données, les chiffres, et surtout, étape cruciale, on publie tout ça pour que d'autres scientifiques puissent vérifier, critiquer ou s'appuyer dessus. C'est ça la méthode scientifique, mais appliquée à notre esprit. Bon, après tout ça, on peut se demander, mais au final, pourquoi c'est si important? À quoi ça nous sert concrètement de comprendre le psychisme? Eh bien la réponse, elle est assez simple en fait. Ça change absolument tout. Tout notre rapport à nous-mêmes et tout notre rapport aux autres. Voilà, le point vraiment crucial. Toute cette connaissance, ce n'est pas juste un truc pour les universitaires. C'est le fondement même de l'empathie. C'est seulement quand on commence à comprendre les mécanismes qui nous animent de l'intérieur qu'on peut vraiment commencer à se mettre à la place des autres, à comprendre ce qu'ils vivent.
Et les bénéfices, ils sont très concrets. Mieux se comprendre soi-même, c'est la première étape pour mieux prendre soin de soi. Mieux comprendre les autres, ça améliore forcément nos relations. Et à l'échelle de la société, ça permet de faire tomber les préjugés sur la santé mentale et surtout de créer des aides qui marchent vraiment. Et ça permet autre chose de fondamental. Ça permet de déconstruire des mythes. Des mythes souvent blessants, parfois même destructeurs. Prenez cette déclaration de la Haute Autorité de Santé en France. Elle est sans appel. Non, l'autisme n'est pas causé par une mauvaise mère. C'est la science, c'est la connaissance du psychisme qui a enfin permis de tordre le cou à des décennies de culpabilisation totalement injuste. Alors, pour conclure, je vous laisse avec une dernière question. Si notre psychisme, c'est l'architecte de notre réalité, si c'est la lentille à travers laquelle on perçoit absolument tout, est-ce que prendre soin de cet outil incroyable n'est pas, au fond, l'une des choses les plus importantes qu'on puisse faire ? Je vous laisse méditer là-dessus.